Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la traduction qui est un outil tellement important, un outil primordial, voire même de manière à assurer un pont d'entente entre les différentes cultures, entre les différentes langues et l'idée de communiquer avec autrui, mais il y a des critères de fidélité au texte original, des critères selon lesquels on se pose des questions, surtout en ce qui concerne la traduction littéraire. Dans quelle mesure le traducteur laisse son empreinte sur le texte? Dans quelle mesure le traducteur est fidèle au texte? Mais évidemment, quand il s'agit d'une traduction scientifique, les choses sont plus pragmatiques, sont plus au clair et vont directement au point. Évidemment, quand on parle de traduction, ça implique pas seulement la science, mais ça implique la culture surtout. Et aujourd'hui, nous avons notre invitée de Tunisie, Madame Baha Ibrahim Al-Rifai, qui est écrivaine et traductrice au journal Al-Qahira. Madame Baha Al-Rifai, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour madame, juste mon nom c'est Arfawi. Pardon? Arfawi, mon nom c'est Arfawi. Arfa. Eh bien, tout d'abord, bienvenue avec nous et bienvenue en Égypte. Avant d'aborder la traduction et la journée internationale de la traduction, vous avez des activités culturelles importantes. Vous avez une trajectoire multidisciplinaire depuis le début de votre parcours. Jetons la lumière sur votre parcours tout d'abord. Alors c'est un peu un parcours pluridisciplinaire si vous voulez. À la base, je suis professeur de mathématiques. Ensuite, j'ai fait une reconversion vers les sciences de gestion, et ce au travers de deux masters, un master en management des ressources humaines et un master en management de la qualité, grâce bien sûr auquel j'ai intégré le secteur financier donc en Tunisie. Ensuite, vers la quarantaine, j'ai débarqué en Égypte et c'est là aussi j'ai connu une autre reconversion, mais cette fois-ci vers donc l'activité culturelle. Alors, il y a deux aspects ou par rapport à cette activité culturelle. Le premier aspect, et c'est avec lequel j'ai d'ailleurs commencé, c'est l'animation et la préparation bien sûr si vous voulez, débat, une sorte de table ronde de débat avec les élites égyptiennes, parfois même arabes. Ces débats-là portent sur la philosophie politique, sur la sociologie, parfois même sur l'art. Ensuite, le deuxième volet, le deuxième pilier de mon activité donc culturelle, c'est l'écriture d'articles dans les journaux égyptiens. Au début, j'ai commencé par El Bawaba News. Ensuite, et maintenant depuis 2 ans, j'ai un article hebdomadaire au journal Al-Qahira, qui est bien sûr celui du ministère de Culture égyptien. Qu'est-ce qui vous a incité à parcourir toute cette trajectoire multidisciplinaire allant de droite à gauche? Qu'est-ce qui vous a attiré vers chaque nouvelle discipline? Alors écoutez, il y a une sorte de conscience qui s'élève à l'intérieur de nos âmes, si vous voulez, une expression un peu littéraire, une évolution aussi, une sorte de développement personnel qui nous pousse à chaque tranche d'âge, bien sûr, par rapport à ce qui se passe autour de nous, de nous rendre compte finalement que nous avons des besoins qui diffèrent d'une période d'âge à une autre. D'accord ? Quand j'ai intégré les mathématiques au début, ou quand j'ai opté pour ce choix, c'était pour chercher une certaine excellence, une certaine abstraction. Ensuite, non, je me suis trouvée désintéressée par cette abstraction et j'ai choisi quelque chose de plus concret, le monde de l'entreprise, avec tout ce que donc ça implique si vous voulez, relatif loin de l'abstraction. Quand je suis venue en Égypte, j'avais 40 ans et là aussi, les besoins changent, les aspirations aussi changent. Il faut dire bien sûr que l'Égypte, c'est une pépinière, une terre révélatrice de talent. Et donc, même si l'on ne sait pas qu'on a un certain talent, il y a vraiment des élites égyptiennes vraiment exceptionnelles qui peuvent capter en vous
une certaine capacité et vous pousser, encourager jusqu'au bout. C'est ce qui s'est passé avec moi, parce que je ne croyais en aucun cas que je serais là à écrire, surtout en arabe, parce que je suis capable d'écrire en français, et encore plus, donc animer et préparer d'ailleurs si vous voulez, des séminaires, ou tables rondes, je dirais, des tables rondes qui portent sur des sujets tels que la philosophie politique ou la sociologie ou autres avec des élites égyptiennes. Mais là, c'est parce que l'Égypte, c'est un pays hors du commun, qui est, comme je viens de le dire, qui est une terre révélatrice de talent. Avant de commencer notre émission, vous avez très bien maîtrisé le dialecte égyptien, et je sais que c'est quand même difficile par rapport aux Tunisiens, donc ça vous a pas pris beaucoup de temps? Oui, écoutez, depuis que je suis en Tunisie, j'avais des amis égyptiens. Donc je parlais un peu, d'accord. On me disait, voilà, que j'arrive à écrire égyptien 80% correct, d'accord. Bien sûr, j'étais un peu attirée et intéressée par l'Égypte depuis que j'étais petite, enfant et adolescente, et bien sûr jeune étudiante en Tunisie. Lorsque j'étais venue ici, comme je viens de le dire, l'Égypte, c'est une terre qui accepte. Et ça, je ne dis pas que les autres pays n'acceptent pas, mais la chose ici, c'est différente. Et je crois que Youssef Chahine, une fois, un journaliste occidental, j'ai oublié c'est un français ou c'est un anglais, alors il lui avait dit l'Égypte c'est un pays de tiers-monde. Il a dit non, il a dit non, on n'est pas un pays de tiers-monde, nous sommes une grande nation, et une grande nation, comment est-ce qu'on peut dire qu'on est dans une grande nation? C'est lorsqu'elle peut accueillir et intégrer l'autre. C'est ça le vrai critère d'une grande nation. Et donc l'Égypte a donc cette capacité extraordinaire. Je n'ai pas vraiment senti aujourd'hui, même dans des entrevues à Ereat Sot al-Arab par exemple, on m'a dit voilà, maintenant vous avez le français, vous avez l'accent tunisien, vous avez l'accent égyptien et bien sûr l'arabe classique. Alors comment vous travaillez? Alors, en vérité, ce que je produis maintenant est dérivé ou vient de cette combinaison, d'accord, qui tient vraiment la route. Donc vous écrivez et vous faites de la traduction. Tout d'abord, la traduction est un outil évidemment qui est très important pour lier les différentes cultures. Et la traduction est passée par plusieurs étapes, c'est-à-dire c'est une science qui a ses critères et on se pose des questions autour de la traduction. Justement, la question qui n'a jamais été tranchée, même au sein des diplômes, est-ce que la traduction littéraire surtout est une traduction honnête, à travers laquelle le traducteur est susceptible de rester fidèle au texte original, ou est-ce qu'il va très certainement laisser son empreinte sur le texte? Alors écoutez, il y a plusieurs approches en vérité. Il y a ceux qui disent que la traduction c'est une trahison. Là, c'est un peu une position ferme que je ne soutiens pas tellement. Alors, mon point de vue, c'est que le traducteur est tiraillé finalement entre une certaine honnêteté ou fiabilité étymologique, si vous voulez, et l'adaptation culturelle qui est essentielle. Donc le traducteur, finalement, ce n'est pas un simple transcodeur, non, c'est un médiateur culturel. C'est pas seulement quelqu'un qui maîtrise les deux langues, il fait une simple transition entre guillemets. Non, c'est un véritable médiateur culturel, et il faut bien qu'il trouve le juste milieu entre cette fiabilité ou honnêteté étymologique et l'adaptation culturelle qui est essentielle, parce que lorsqu'on traduit, on se pose la question suivante. Alors, si je traduis du français de l'arabe, ou vice-versa, peu importe. Alors, si je traduis de l'arabe au français, est-ce que je suis censé transmettre au côté français ou francophone de la réalité arabe, avec ses valeurs, avec ses codes éthiques, telles qu'elles sont? Est-ce que l'autre côté comprendra ça? Ou bien est-ce que je transmettrai ça ou traduirai ça
à leur façon à eux. Et là, c'est-à-dire, ils ne sauront pas finalement de quoi il s'agit. Donc l'enjeu, je crois qu'il est assez subtil, pas assez simple. Mais je vais vous dire quelque chose, ce n'est pas seulement pour la littérature, même dans les sciences humaines. Parce qu'aujourd'hui, je suis amenée pour écrire mes articles qui portent sur la philosophie politique, sur aussi la philosophie de l'histoire, notre façon de lire l'histoire. Je suis amenée à traduire tout le temps, presque, des textes, pas des textes, ce sont des extraits après tout, hein, parce que ce n'est pas la traduction pure et dure. La traduction pour moi c'est un outil pour écrire des articles. Alors même quand je traduis des choses, des livres qui proviennent, ou dont l'auteur est historien démographe, ou par exemple ou un politologue par exemple, là aussi la traduction n'est pas aussi évidente qu'on le croit. Donc ok, peut-être la littérature c'est beaucoup plus sensible ou délicat, mais croyez-moi, même pour ce qui est histoire, ce qui est philosophie politique, ce n'est pas aussi direct, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs termes là où il n'y a pas une correspondance directe qui est là. Et là, c'est une question, bien sûr, assez vaste, parce qu'il y a plusieurs raisons. Alors, il y a un problème tout d'abord de dialecte, il y a un problème de polysémie par rapport à la langue arabe, il y a aussi une diglossie, d'accord, nous souffrons un peu d'une diglossie donc aiguë, ce qui amène par exemple les élites parfois, c'est ce qu'on voit, les élites à parler par exemple, à employer des termes en anglais et en français. Et ça creuse une sorte d'écart ou de distance avec le grand public. Donc la question, aujourd'hui pour moi, si on veut parler d'une traduction qui se veut un pont entre les cultures, il faut bien résoudre, je dirais entre guillemets, ou affronter une certaine crise linguistique relative à la langue arabe. C'est pas que je sous-estime aucunement, c'est une très très belle langue, une langue très très riche. Mais nous passons un peu à côté d'une évolution très rapide, d'un rythme d'histoire très très rapide. Il y a certaines disciplines comme la médecine, comme l'intelligence artificielle par exemple, là où les informations deviennent très très vite obsolètes. Donc nous avons besoin d'instaurer ou de mettre en place toute une stratégie pour appuyer la traduction, parce que, écoutez, pour certains, la traduction, ou certains croient que la traduction c'est une simple accessibilité au texte étranger, ou par exemple une activité élitiste, ou un confort élitiste. Aucunement. C'est un véritable investissement stratégique dans le capital humain, dans aussi la souveraineté. C'est une question de souveraineté cognitive, qui, si nous passons à côté, nous serons marginalisés dans un monde là où le savoir, c'est la véritable devise de pouvoir et d'influence. Et en Égypte, oui. Excusez-moi de vous interrompre. Que voulez-vous dire par souveraineté cognitive? Alors, parce que c'est une question, après tout, de souveraineté. Pourquoi? Parce que, alors, où est-ce qu'on se place? On se place dans une relation de dépendance par rapport aux autres nations, ou d'indépendance. Actuellement, nous sommes consommateurs, malheureusement. C'est douloureux comme vérité, mais nous sommes consommateurs de la connaissance. Nous sommes passifs. Pourquoi J'ai une vision un peu pessimiste peut-être. Oui, pourquoi? Mais on a notre histoire, nos connaissances, notre héritage culturel, philosophique et autres. Pourquoi pensez-vous qu'on est vraiment passif? Si, oui, nous consommons la connaissance que produit l'Occident. Alors, il y a juste un déséquilibre, j'explique peut-être un peu plus. Il y a un déséquilibre, par exemple, par rapport au flux de traduction. C'est que, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de traduire ce qui est français, et bien sûr l'anglais c'est beaucoup plus, à l'arabe. Mais si on compare à ce qu'on traduit depuis l'arabe aux autres langues, là on a une véritable disproportion.
Dans quel domaine? Ça dépend des domaines. Dans la littérature, la philosophie, l'histoire, tout ce qui est religion et autres. Je parle du comparaison. Comparaison. Donc nous traduisons beaucoup plus de l'anglais, on va dire, parce que c'est lui le dominateur. Certainement, de l'anglais vers l'arabe. Transposer ça oui, à nos mais je vais vous dire, compatriotes. ça c'est vrai. Mais il y a un autre enjeu très important. Lorsque notre traduction depuis l'arabe, parce que nous avons des élites, je viens de le dire au début donc, de l'entrevue, que l'Égypte est un pays révélateur, c'est une véritable pépinière. Donc nous avons notre production, mais nous avons besoin de la transmettre, parce qu'aujourd'hui, l'Occident, par exemple, a construit des clichés par rapport à nous, ou une perception aussi très médiatisée, qui est stéréotypée. D'accord. Par exemple, il y a quelques jours, j'ai écouté dans les médias, je crois un envoyé spécial du président Trump, qui a dit tout simplement que nous, c'est-à-dire la population arabe, nous ne sommes pas capables de construire un compromis autour de principes ou concepts politiques, que le seul compromis qu'on peut faire, c'est autour d'une tribu, d'un village, par exemple. C'est tout. On n'est pas capable de faire un compromis. Donc c'est comme si on était de simples nomades pour lui. Alors pire encore, on va dire que ce monsieur-là c'est un politicien, on va mettre ça à l'écart. Je vais prendre l'exemple d'un sociologue. Et là, on est un peu dans les sciences. Et j'ai écrit donc un article il y a à peu près un mois ou un mois et demi. C'est un sociologue français qui s'appelle Emmanuel Todd. Et là, il parle que nous ne sommes pas capables de produire une idéologie politique autre que l'islam, alors qu'il y a plusieurs idéologies politiques dans le monde arabe. Et donc le compromis ne se construit pas simplement autour de la famille et de la tribu. Dans le monde arabe, dans les pays arabes, c'est-à-dire c'est une vision stéréotypée, cliché, ce n'est pas la réalité arabe. Donc ce que je voulais dire à travers cet exemple, c'est que si nous ne traduisons pas de l'arabe vers les autres langues, les autres vont construire de nous, et c'est le cas d'ailleurs, vont donc construire ou avoir par rapport à nous une image stéréotypique qui n'est pas réelle, alors que le monde arabe, moi je vois que on peut parler de mosaïque. Nous avons une grande diversité, une grande richesse, donc je suis avec vous dans ce sens. Mais je souligne juste la nécessité de traduire de l'arabe vers les autres langues, pour avoir donc cet équilibre, c'est ça la question. Je sais que nous avons un grand centre ici au Caire qui se charge, que ce soit sur le plan au niveau de la littérature, de la philosophie, de l'histoire et autres. Et aussi, il faut que les autres nations aient ce désir. Nous traduisons, et je trouve que c'est une démarche très culturelle de notre part, nous traduisons les livres écrits en langue étrangère parce que nous voulons savoir plus. Il faut qu'eux aussi aient ce désir. Et je sais aussi que nous expédions, nous exportons aussi ce savoir, surtout en littérature. Aujourd'hui, pour les interprètes simultanés ou pour les traducteurs, on se pose une question très importante concernant l'intelligence artificielle, qui, à mon avis, personnel, n'est pas tellement développée à ce niveau-là, parce qu'il faut quand même qu'il y ait cette sagesse humaine pour sentir le texte, on le sent entre les doigts. Il ne s'agit pas de machine. Mais à votre avis, est-ce que, au fur et à mesure que l'intelligence artificielle serait plus avancée, est-ce que le traducteur ou l'interprète sera remplacé par l'intelligence artificielle? Non, je ne pense pas. Alors je vais vous dire pourquoi. Tout d'abord, la traduction, ce n'est pas une science, c'est un art. Donc il y a une part de subjectivité entre guillemets. En revanche, ce dont je crois qu'il y a une relation de partenariat entre l'intelligence humaine, c'est celle du traducteur, et l'intelligence artificielle.
C'est-à-dire que le traducteur, en ayant recours aux sources ou au développement ou aux informations qui viennent ou qui sont extraites de l'intelligence artificielle, là, il peut sentir ce que vous voulez parler. C'est les mots, ce qu'il y a derrière. Donc, en quelque sorte, nous avons besoin, avec l'intelligence artificielle, de revoir, de revisiter, de redéfinir ce qu'est un traducteur, sans pour autant écraser l'intelligence humaine. À mon sens, l'intelligence artificielle ne peut en aucun cas faire disparaître le métier de traducteur, parce que c'est un art, ce n'est pas une science exacte. Pour revenir à la traduction littéraire, encore une fois, quand on lit, on peut lire une œuvre d'un écrivain et qui a été traduite par différents traducteurs, et on peut aimer une traduction plus que l'autre. Donc encore une fois, ça nous ramène au côté de la subjectivité. Exactement. Est-ce que, dans quelle mesure le traducteur, pas seulement, ça ne dépend pas seulement du choix des mots, mais laisse son empreinte ou sa compréhension, sa manière d'avoir assimilé le texte? Tout à fait, mais vous savez, peut-être que la littérature, c'est un œuvre, là où il y a beaucoup d'imagination, là où l'écrivain tente d'emmener le lecteur peut-être à des horizons loin de la réalité. Mais même pour des spécialités beaucoup plus concrètes que la littérature, il y a aussi une part de subjectivité. Vous savez, par exemple, le fameux livre du philosophe grec La République, de Platon, pardon, La République a eu plusieurs traductions dans le monde. Une traduction arabe, plusieurs traductions françaises et certainement anglaises, que je connais hélas pas parce que je ne suis pas anglophone. Mais chacun finalement traduit à sa façon. La dernière, par exemple, traduction qu'il y a eu, ou au moins dont j'ai connaissance, c'est la traduction d'un grand philosophe français, du grec vers le français bien sûr, d'Alain Badiou. Alors lui, c'est un communiste, et du coup, la traduction est influencée par son idéologie. Donc, bien sûr, il y a cette part de subjectivité, je crois qu'on est d'accord là-dessus. Mais il y a aussi comment est-ce que je traite le texte. Alors, indépendamment, je m'appelle Behé, autrui, il va traduire autrement. Il y a cette question, nous sommes d'accord là-dessus. Mais comment est-ce que je traite le texte? Est-ce que je traduis mot à mot? Est-ce que j'essaye de transmettre la culture, évidemment, les codes, les valeurs de cette langue, le côté éthique tel qu'il est, ou bien tel qu'il est perçu ou compris, ou de façon à ce qu'il soit plus compris. Donc aussi le texte littéraire, il y a des tournures, bien sûr. Par exemple, la langue arabe a ses tournures, la langue française malheureusement également. On vient de me dire qu'on doit clôturer. Évidemment, j'ai encore beaucoup de choses à discuter avec vous. Vous avez une trajectoire tellement riche. Il y a beaucoup de choses que j'aurais souhaité discuter avec vous, vos lives et autres. Mais nous aurons très certainement d'autres rencontres. Avant de clôturer, j'aimerais écouter votre propre prononciation de votre nom pour que je ne fasse pas de bêtises. Ah, d'accord, c'est Behé. Je sais que c'est un prénom masculin en Égypte. Non, non, non. Bien sûr, évidemment, ça a un nom qui donne beaucoup de jouissance et de joie. Et, alors donc, Madame Baha Ibrahim Rifai, je vous remercie infiniment pour votre présence avec nous. Je vous félicite pour tout ce que vous êtes devenu, pour votre trajectoire tellement riche. Je vous souhaite beaucoup de succès en Égypte et un excellent séjour. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie. Eh bien voilà, il est temps de clôturer, de vous remercier pour votre attention, de vous souhaiter une excellente fin de journée et à la prochaine.